Silence, éternel, profond, serein. Ainsi était l'univers bien avant que les premiers pas humains ne résonnent, avant que la raison ne s'éveille, capable d'entendre ce chuchotement silencieux des temps. La Terre est apparue il y a plus de 4,5 milliards d'années. C'était une sphère de feu, tourbillonnant dans le vide froid. Peu à peu, elle s'est refroidie, s'est couverte d'une croûte rocheuse, s'est abritée avec les océans et le vent. Et c'est ici, dans le silence du monde primitif, que quelque chose d'infiniment important a surgi. La vie, elle a commencé simplement avec de minuscules molécules qui ne connaissaient ni but ni temps. Mais dans ces molécules se cachait déjà une possibilité incroyable, grandir, changer, se développer. Sous l'épaisse couche de l'ancien océan, des formes si simples sont nées qu'elles n'avaient pas besoin d'yeux, de sens ou de volonté. Tout se mouvait lentement, sans hâte, au rythme du temps lui-même. Des millions d'années se sont écoulées inaperçues. Les molécules se sont connectées, se sont désintégrées, se sont répliquées, ont fait des erreurs, ont survécu. Là, dans les profondeurs du passé, a commencé le grand chemin, le chemin vers l'être humain. Vous entendez presque la respiration de cette terre ancienne. Elle traverse les âges. Le flux du temps ici ne se mesure pas en secondes ou en jours. Il s'écoule en millénaires, dans un volcan qui se refroidit, dans la dérive des continents, dans chaque couche de roches sédimentaires. Ce souffle est inaudible, mais il garde tout, la mémoire de chaque goutte de pluie, de chaque rayon de soleil, de chaque étincelle de vie. Notre chemin ne commence pas avec des villes ni avec la parole. Il commence avec le mouvement, avec la réaction, avec la mémoire transmise dans les molécules. Toi, descendant de tout ce qui vit, ton corps se souvient des eaux des mers anciennes où nagèrent un jour des poissons, ressemblant aux premiers vertébrés. Dans ton souffle, il y a un écho d'une atmosphère pleine d'ammoniac. Dans ton cœur, le rythme de milliards d'années d'évolution. Mais l'essentiel, la raison vit en toi. Elle a porté à travers des millions d'années la même question. D'où venons-nous? Aujourd'hui, vous n'entendrez pas une histoire, une leçon ou une liste de faits. Vous entendrez un voyage, une histoire sans hâte, une histoire où chaque pas est la respiration de la planète. Nous traverserons des temps sans nom, nous regarderons dans les yeux des espèces disparues, nous écouterons le vent bourdonner à travers les eaux de mammouth et murmurer à travers le feuillage des forêts anciennes. Nous suivrons le chemin qui mène des formes les plus simples aux premières pensées, de la cellule à la conscience, du silence à la parole. Tout ce que vous entendrez s'est réellement produit. Ce n'est pas un mythe ni une allégorie. C'est le chemin de la vie sur Terre, le chemin de l'être humain en tant que partie de cette vie. Et ce chemin n'est pas terminé. Il continue même maintenant, pendant que vous écoutez ces mots. Écoutez attentivement. Peut-être entendrez-vous la respiration de vos ancêtres les plus lointains. Elle résonne encore en vous. Et tandis que vous vous endormez, l'histoire coulera à vos côtés, silencieusement, paisiblement, comme l'eau de l'océan ancien, berçant tout ce qui vit. Vous vous allongez en silence et devant vous s'ouvre une image qu'il est impossible de voir avec les yeux. On ne peut que la sentir comme le murmure de la lumière, comme l'écho d'une explosion lointaine, comme la chaleur dans la poitrine. C'est le début de tout. Le temps recule à travers les couches, les époques, les millions et les milliards d'années. Tout revient au moment où la Terre n'existait pas encore. Il n'y avait pas de soleil.
Il n'y avait rien d'autre qu'une obscurité profonde et dense. Puis il y eut une explosion. Le Big Bang. Cet événement s'est produit il y a environ 13 milliards 800 millions d'années. D'un point unique, plus petit qu'un atome, tout l'univers est né. L'espace s'est déployé et avec lui sont apparus le temps, la matière et l'énergie. Dans les tout premiers instants, les éléments les plus simples, l'hydrogène et l'hélium, ont commencé à se former. Les autres éléments surgiraient plus tard, au cœur des étoiles, où la température et la pression feraient fusionner les atomes et créeraient des noyaux lourds. Des milliards d'étoiles s'allumèrent et s'éteignirent. Elles naquirent de nuages de gaz comprimés sous leur propre masse et éclatèrent en lumière éblouissante. Dans leurs entrailles furent créés le carbone, l'oxygène, le fer, l'or. Lorsque les étoiles moururent, elles se brisèrent en explosions gigantesques, les supernovas. Tout ce que nous avons jamais touché, tout ce dont nous sommes faits, est né de ces explosions. Chaque cellule de votre corps est poussière d'étoiles. Au milieu de ces événements cosmiques, il y a environ 4 milliards 600 millions d'années, dans l'un des bras de la Voie lactée, le Soleil est apparu. Il a émergé d'un immense nuage de gaz et de poussière. La gravité a comprimé la matière, générant des flammes thermonucléaires en son centre. Autour de lui, tourbillonnaient les restes, poussière, glace, petites particules. De là, les planètes ont commencé à se former. Parmi elles, la troisième à partir du Soleil, petite, rocheuse, avec de l'eau liquide, la Terre. La jeune Terre était différente. Elle était chaude, recouverte de lave et de nuages de gaz toxiques. L'air était lourd, saturé de dioxyde de carbone, d'ammoniac et de sulfure d'hydrogène. De fréquents impacts de météorites et l'activité volcanique la rendaient inhospitalière, mais c'est précisément dans cet environnement brutal que la vie a surgi. Cela s'est produit entre environ 3 milliards et demi et 4 milliards d'années. Nous ne connaissons pas le moment exact où la matière inanimée s'est transformée en vivante. Mais une chose est sûre, la vie est apparue dans l'eau. Au fond de l'océan, dans des sources hydrothermales chaudes ou dans des lagons côtiers peu profonds, les molécules les plus simples ont commencé à s'assembler en chaînes. Ces chaînes pouvaient se copier, non pas parfaitement, mais avec une précision suffisante. C'est ainsi que l'évolution a commencé. Les erreurs de copie ont généré de la diversité, et cette diversité a été sélectionnée par la nature elle-même. Ce qui a survécu a poursuivi le chemin. Les premiers êtres vivants étaient unicellulaires. Ils n'avaient ni système nerveux, ni organes, ni forme qui puisse être appelée corps. C'étaient les prokaryotes les plus simples, des organismes minuscules sans noyau. Ils se nourrissaient de substances chimiques dissoutes dans l'eau. Certains obtenaient de l'énergie du sulfure d'hydrogène, d'autres de la lumière solaire. C'est ainsi que commença la vie photosynthétique. La photosynthèse est devenue un tournant. De petites cellules ont appris à utiliser la lumière des étoiles pour créer de l'énergie. Ce faisant, elles libéraient de l'oxygène, un gaz toxique pour la plupart des autres formes de vie de l'époque. Mais, avec le temps, l'atmosphère de la Terre a commencé à se remplir de ce nouvel élément. Une barrière d'oxygène est apparue. Certaines créatures sont mortes, d'autres se sont adaptées. C'est ainsi que commença le chemin vers des formes de vie plus complexes. L'apparition des eucaryotes, cellules avec noyau, fut l'étape suivante. Ces cellules possédaient une structure interne, organite, membrane. Elles pouvaient s'unir en colonies, se spécialiser,
devenir des tissus. Ainsi sont apparus les organismes multicellulaires. Cela ne fut pas rapide. Presque 2 milliards d'années se sont écoulées des premières cellules aux premiers êtres multicellulaires. À cette époque, les continents se déplaçaient lentement, les montagnes grandissaient, les mers se retiraient, le climat changeait. L'eau resta le berceau de la vie, mais les premières tentatives timides de sortir sur la terre avaient déjà commencé. Les plantes se sont répandues le long des côtes. Les animaux les ont suivis. Les poumons ont remplacé les branchies. Les membres ont remplacé les nageoires. Et à chaque génération, à chaque pas, la vie devenait de plus en plus diversifiée. Vous entendez le premier soupir qui s'élève de l'eau. Ce n'est pas le soupir d'un humain, c'est la respiration d'une créature différente de tout ce qui vit aujourd'hui. Mais en elle se trouve la graine de ce qui un jour s'appellera humain. Dans chaque nageoire, dans chaque œil rudimentaire, dans chaque cerveau ancien est déjà stocké ce qui plus tard se transformera en conscience, en mémoire, en sommeil. Le chemin de l'étoile à la molécule et de la molécule à la raison est un chemin où chaque tournant n'est pas accidentel. Il est plein de hasard, mais il mène quelque part. En vous vit maintenant la mémoire de tout cela, la mémoire de l'univers, des étoiles, de l'eau, de la pierre et du temps. Et quand vous fermez les yeux, vous avez l'impression de revenir là où tout a commencé. Ce n'est que le début du voyage. Ensuite, ce sera l'histoire de la moelle épinière, des poissons qui ont rampé sur la terre, de la lutte pour la survie et de l'étrange et imprévisible éveil de la conscience. Mais tout cela, plus tard. Maintenant, vous vous reposez simplement et vous écoutez l'univers murmurer sa plus ancienne histoire, une histoire où vous êtes le personnage principal. Toujours de l'eau, toujours des profondeurs vertes et silencieuses. Le monde reste sous-marin, doux, fluide. La lumière pénètre à peine les profondeurs de l'océan, se dispersant en douces scintillements. Au fond, des algues poussent, d'anciennes formes de vie nagent lentement dans les eaux. Le monde est presque silencieux, presque immobile. Mais au sein de ces eaux calmes, un nouveau chapitre commence. Près de 4 milliards d'années se sont écoulées depuis la formation de la Terre. La vie a déjà survécu à ses premières crises, maîtrisé la photosynthèse, libéré de l'oxygène dans l'atmosphère et appris à vivre dans de nouvelles conditions. Maintenant, elle est prête pour la complexité. Apparaissent les premiers organismes qui n'ont pas seulement une cellule, mais aussi une forme. La forme prend un sens. Pour certains, de longs appendices pour le mouvement. Pour d'autres, les ouvertures buccales les plus simples. Pour d'autres encore, des zones sensibles qui réagissent à la lumière. Tout cela se passe dans l'eau. C'est ici que surgit quelque chose de fondamentalement nouveau, la symétrie. La symétrie corporelle est ce qui distingue les animaux des autres formes de vie. La gauche et la droite deviennent désormais identiques. L'avant et l'arrière apparaissent. Une direction de mouvement surgit. Chez les créatures primitives se forme quelque chose de similaire à un cordon nerveux courant le long du corps. Ce cordon devient le précurseur de la moelle épinière. Il ne contrôle pas encore le corps, ne pense pas, ne se souvient pas, mais il transmet déjà des signaux. Lumière, toucher, une impulsion chimique. Tout cela peut maintenant être transmis d'une partie du corps à une autre. C'est la naissance du système nerveux. Il y a environ 540 millions d'années,
Un événement que les scientifiques appellent l'explosion cambrienne s'est produit. En une période géologiquement courte, environ 20 millions d'années, la vie a explosé dans une diversité de formes. Les premières créatures à coquilles dures, avec des yeux, avec des membres, sont apparues. Les premiers ancêtres de tous les animaux modernes ont émergé. Parmi eux, des créatures qui deviendraient les ancêtres des vertébrés. Ce n'étaient pas encore des poissons au sens habituel. Leur corps était mou, avec une corde, une tige élastique qui courait le long du dos. Cette corde servait de support. Plus tard, elle se transformerait en colonne vertébrale. C'est la corde qui rend possible des mouvements plus complexes, sauts, ondulations du corps. Elle permet à la créature de nager plus vite, d'échapper aux prédateurs, de capturer des proies. Avec la corde apparaissent les rudiments d'une tête, d'organes sensoriels, d'une bouche et, parfois, des mâchoires les plus simples. Tout cela sont des innovations évolutives qui préparent le chemin vers l'avenir. D'anciennes créatures cordées nageaient dans l'océan entre les algues, glissaient au fond, s'enfouissaient dans la boue. Elles étaient silencieuses, discrètes, mais dans leur corps était déjà latente ce qui, des centaines de millions d'années plus tard, deviendrait la base de l'anatomie humaine. Ces créatures sont nos ancêtres lointains. Environ 30 millions d'années après l'explosion cambrienne, de vrais poissons apparaissent. Leurs corps ont déjà un squelette cartilagineux ou osseux. Nageoires, mâchoires, écailles, tout cela sont des innovations qui confèrent vitesse, force et maniabilité. Les yeux se développent, des organes d'équilibre apparaissent, les premières oreilles internes complètes se forment. Les poissons sentent le mouvement de l'eau autour d'eux, détectent les vibrations et s'orientent dans l'espace. Leur cerveau augmente, en particulier sa partie antérieure. C'est la première approche de la conscience future. Certains poissons commencent à sortir de l'ordinaire. Ils s'aventurent dans des zones où l'eau est moins profonde, où ils doivent s'adapter à un manque d'oxygène. Leurs nageoires deviennent plus fortes. Certains développent des poumons rudimentaires. Tout cela prépare la transition vers la Terre, mais pour l'instant, l'eau reste leur foyer. Environ 400 millions d'années se sont écoulées depuis que les poissons sont devenus la forme de vie dominante dans les océans. Pendant ce temps, ils ont rempli toutes les niches, des prédateurs aux filtreurs, des créatures des profondeurs aux habitants des récifs coralliens. Et de l'un de ces poissons surgiront des animaux capables de vivre sur Terre. Mais cela arrivera plus tard. Pour l'instant, l'évolution continue de perfectionner le système nerveux. Le tissu nerveux est complexe et vulnérable. Il nécessite une protection. C'est ainsi qu'apparaissent le crâne et le canal vertébral. Les organes sensoriels se regroupent autour de la tête. Cela inclut non seulement les yeux, mais aussi l'odorat, l'équilibre, l'ouïe. La tête devient le centre de commande, transmettant des signaux à tout le corps. C'est ici que commence le développement d'une structure qui sera plus tard appelée cerveau. Les cerveaux primitifs de poissons ne possèdent pas de raison, mais ils sont déjà capables de mémoriser, d'analyser des images simples, d'éviter le danger et de chercher de la nourriture. Ces capacités leur permettent de survivre et par conséquent se consolident. Progressivement, le cerveau devient plus complexe, plus grand. Sa structure ressemble de plus en plus à ce qui se développera un jour chez les animaux terrestres, chez les mammifères, chez les primates et chez l'être humain. L'évolution silencieuse se poursuit. Pas de guerre, pas de catastrophe, seulement une sélection lente. Les os deviennent plus solides, les muscles plus forts,
les organes des sens plus sensibles. La vision se développe, surtout chez les prédateurs. Une course évolutive commence entre la proie et le chasseur. Ceux qui sont plus rapides, qui voient mieux, qui apprennent plus vite, gagnent. Pendant que tout cela se passe, la terre reste vide. Elle est couverte de mousse, de lichens, des premières plantes primitives. Mais le long des rives, on voit déjà des poissons aux nageoires fortes. Certains d'entre eux, en s'accrochant à la boue et aux branches, peuvent tirer leur corps hors de l'eau. Leurs poumons ne sont pas encore parfaits, mais ils leur permettent de respirer l'air. Ce sont les premiers pas pour laisser l'océan derrière eux. Le corps du futur homme nage encore dans des eaux anciennes. Sa colonne vertébrale est la mémoire des poissons. Son oreille interne, la trace d'un ancien équilibre. Ses yeux, l'évolution de ceux qui ont vu la lumière pour la première fois au fond de la mer. Tout cela se forme dans le silence absolu du temps. Vous pouvez imaginer comment ce silence vous enveloppe, comme l'eau, doucement, calmement, patiemment. Vous êtes toujours dans l'eau, mais bientôt viendra le moment où les premiers membres pousseront obstinément le corps sur la terre. À partir de ce moment, un nouveau chapitre commencera. Mais pour l'instant, seulement de l'eau, seulement les premiers d'eau, et seulement le mouvement qui a marqué le début de l'histoire vertébrale. Vous sentez toujours l'eau, mais elle se retire progressivement. Derrière vous, les océans, les coraux et les vagues lentes emportent le passé. Devant vous, un nouveau monde s'étend. La terre. Elle est intacte, fraîche, pleine de son simple. Le bruissement des feuilles, le chant des insectes anciens, le murmure du vent. C'est la terre. Il y a environ 200 millions d'années. L'ère jurassique, chaude, humide. Les forêts sont denses, les fougères arborescentes, et les conifères s'étirent vers le soleil. Ici, ceux qui ont pu quitter l'eau pour toujours entament un nouveau chapitre. Les vertébrés terrestres dominaient depuis longtemps la Terre. Parmi eux, d'énormes dinosaures régnant sur les plaines et les forêts. Ils étaient grands, forts et diversifiés. Mais dans l'ombre, la nuit, sous les racines des arbres et dans les terriers, vivaient d'autres créatures, petites, à sang chaud, rapides. Ce sont les premiers mammifères. Ils ne gouvernent pas le monde, ils se cachent, ils ne peuvent rivaliser avec les géants du Jurassique. Mais ce sont eux qui portent en eux la future lignée évolutive qui mène à l'être humain. Leur corps est couvert de poils. Ils ont des organes sensoriels très développés. Ils donnent naissance à des petits vivants et les allaitent. C'est la nouvelle solution de la nature, et elle ouvrira la voie à la conscience. Les premiers mammifères étaient de minuscules créatures de la taille d'une souris ou d'un rat. Ils étaient nocturnes, se cachaient des prédateurs diurnes et chassaient les insectes. Leurs grands yeux étaient adaptés à l'obscurité. Leurs cerveaux devinrent progressivement plus complexes. Les lobes olfactifs, l'ouïe et les récepteurs tactiles se sont particulièrement développés. Ils étaient capables de distinguer les odeurs, les sons, les moindres vibrations de l'air. Tout cela les rendait beaucoup plus sensibles et adaptables que la plupart des anciens reptiles. Le sommeil chez les mammifères devient plus profond, plus riche. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, apparaît la phase de sommeil paradoxal, Rapid Eye Movement, un état où les yeux bougent sous les paupières et le cerveau travaille activement, comme s'il était éveillé. Peut-être est-ce alors que sont nés les premiers rêves, des rêves d'odeur, d'ombre, de mouvement. Dans ces rêves, il n'y a pas de mots,
Mais il y a des sentiments, il y a la mémoire, il y a le début de l'imagination. L'endothermie confère aux mammifères un avantage énorme. Ils peuvent maintenir une température corporelle stable, quel que soit l'environnement. Cela exige plus d'énergie, mais leur permet d'être actifs jour et nuit, hiver comme été. À l'intérieur de leur corps, des organes internes plus complexes se développent. Le cœur devient quadricavitaire, les poumons plus efficaces. Le cerveau reçoit de plus en plus d'oxygène et ses tissus se développent, surtout dans la région du cortex. C'est le cortex cérébral qui, à l'avenir, sera le berceau de la parole, de la mémoire et de la conscience de soi. Mais pour l'instant, il est seulement en train de se former. Pour l'instant, le cerveau des mammifères apprend à résoudre des problèmes simples, trouver de la nourriture, prendre soin de la progéniture, reconnaître le danger. C'est déjà de l'intelligence, non pas raisonnante, mais adaptative. Elle sent, mémorise, réagit. Et le plus important, elle transmet. Pour la première fois dans l'histoire, les petits ne survivent pas seulement par instinct, ils apprennent de leurs parents. Le comportement commence à être transmis non seulement par les gènes, mais aussi par l'expérience. Le temps passe, des millions d'années. Le Jurassique est remplacé par le Crétacé. Le climat change, les continents dérivent, les plantes à fleurs apparaissent. Les dinosaures règnent toujours sur le monde, mais leur ère touche à sa fin. Il y a environ 66 millions d'années, un événement qui va tout changer se produit. Un astéroïde gigantesque s'abat sur la Terre. La poussière monte dans l'atmosphère, obscurcissant le soleil. Une extinction mondiale commence. La plupart des dinosaures disparaissent. La forêt se tait. Mais dans ce silence, ceux qui étaient dans l'ombre survivent. Petits, secrets, adaptables, les mammifères. Maintenant, la scène leur appartient. Au cours des millions d'années suivantes, les mammifères évoluent rapidement. Des niches écologiques libérées sont remplies par de nouvelles formes, ongulés, prédateurs, rongeurs, chauves-souris, cétacés. Certains se déplacent vers l'eau, d'autres vers le ciel, d'autres encore vers la terre. Mais dans un groupe qui habitait la canopée des arbres, des changements particulièrement importants se produisent. Ces créatures sont les primates. Ils seront les héros du prochain chapitre. Mais pour l'instant, la nuit. Chaude, humide, pleine de bruissements, d'odeurs et de mouvements silencieux. Des branches remuent sous des pattes légères. Au fond d'une tanière, une petite créature tremble, protégeant sa progéniture. Quelque part sous les racines des arbres, une boule recroquevillée sent l'odeur de la pluie. Et, peut-être, rêve. Ces rêves ne connaissent pas encore de mots, mais ils portent déjà un chemin, le chemin vers vous. Vous vous allongez, comme ils l'ont fait il y a des millions d'années, nos lointains ancêtres, les yeux fermés, le cœur battant en silence, avec un corps dans lequel vit toute l'histoire de la vie. Et cette histoire continue, doucement, sans pause. Elle respire avec vous, vous murmure et vous appelle à aller au-delà. Tout commence dans la forêt. Les arbres anciens s'étirent vers la lumière, leurs couronnes s'entrelacent, formant un plafond vert à travers lequel les rayons du soleil percent. L'air est rempli d'humidité, des odeurs de feuilles, de terre et de vie. Dans ces jungles, dans les labyrinthes ombragés de branches, apparaissent des créatures qui feront le pas suivant dans l'évolution. Ce sont les primates. Cela s'est produit il y a environ 60 millions d'années. Les premiers primates étaient de petites créatures agiles et arboricoles. Leurs doigts étaient longs
et préhensile, et leurs pouces opposables leur permettaient de s'accrocher aux branches, de tenir de la nourriture et de se déplacer dans l'espace tridimensionnel de la forêt. Leurs yeux étaient placés à l'avant de leur tête, ce qui leur donnait une vision stéréoscopique, la capacité de voir la profondeur et d'estimer les distances. Cette vision deviendrait l'un des outils les plus importants de l'esprit. La vie dans la canopée exige de l'attention, de la flexibilité et une perception subtile. Les primates développent leur cerveau, en particulier les zones responsables de la vision, du mouvement et du comportement social. Ils commencent à vivre non pas seuls, mais en groupe. Des liens se créent entre eux, non pas purement instinctifs, mais individuels. Chaque membre du groupe devient significatif. Ce n'est pas seulement une meute, c'est le début de la société. Plus les relations entre individus deviennent complexes, plus le cerveau se développe. Il ne régule plus seulement le comportement, il commence à mémoriser, à reconnaître, à planifier et, le plus important, à comprendre les autres. Pour la première fois sur Terre, apparaissent les rudiments de l'empathie, la capacité de ressentir l'état d'autrui. Cette qualité sera essentielle pour l'être humain. Elle deviendra la base de la moralité, de l'art, de l'amour et de l'amitié. Mais pour l'instant, elle ne fait que s'éveiller au milieu du bruissement des feuilles et des sons de la pluie tropicale. Des millions d'années passent. Les primates se répandent dans les forêts d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Certains deviennent minuscules, comme des souris, d'autres de la taille d'un grand chien. Certains, comme les lémuriens, restent des créatures simples et nocturnes. D'autres, comme les singes, acquièrent des formes de comportement de plus en plus complexes, et parmi eux, une lignée spéciale qui mène à nous. Ce sont les grands singes, ou hominoïdes. Il y a environ 20 millions d'années, les ancêtres des gibbons, des orangs-outans, des gorilles, des chimpanzés et des humains modernes sont apparus. Ces animaux possédaient déjà une grande mobilité au niveau des articulations des épaules, ce qui leur permettait de se suspendre aux branches, de se déplacer par à-coups et par sauts. Leurs visages sont devenus expressifs. Ils pouvaient démontrer des émotions, surprise, peur, plaisir. Ils reconnaissaient leurs semblables, se souvenaient qui était ami et qui était ennemi. Leur cerveau devenait de plus en plus grand, surtout dans la zone du néocortex, la partie qui, chez l'homme, serait responsable de la pensée abstraite. L'évolution avance lentement, mais inéluctablement. Les singes apprennent à utiliser des outils simples, pierres, bâtons, branches. Ils se nettoient les uns les autres, prennent soin de leurs petits et avertissent du danger. Ils regardent le monde non seulement avec leurs yeux, mais avec attention. Et quand les ancêtres humains un jour commenceront à contempler le feu, le ciel, les étoiles, ce sera une continuation de ce regard. L'un des changements les plus importants se produit lorsque certaines de ces créatures commencent à quitter les arbres. Cela ne signifie pas qu'elles deviennent bipèdes immédiatement. Au début, elles passent simplement plus de temps sur le sol. Les forêts s'amenuisent, les climats changent, les savanes s'étendent, et dans ces nouvelles conditions, ceux qui peuvent s'adapter survivent. Il y a environ 7 millions d'années, les premiers hominines sont apparus, des créatures à la frontière entre les singes et les humains. Ce n'étaient pas encore des homos, pas des humains au sens habituel, mais ils marchaient déjà droit. Leur bassin s'est modifié pour soutenir un corps vertical.
La colonne vertébrale s'est courbée, le cou équilibrait la tête. Les mains ont été libérées. Elles n'avaient plus besoin de supporter de poids en marchant. Ce fut une révolution. Maintenant, les mains pouvaient tenir, pouvaient créer, pouvaient, des millions d'années plus tard, écrire, dessiner, jouer de la musique. Pour l'instant, cette créature marche simplement dans la savane. Ses pas sont incertains mais persistants. Elle porte sa progéniture dans ses bras. Elle remarque de la nourriture dans les arbres, et non seulement se souvient du chemin, mais planifie également comment y retourner. Ses yeux regardent loin devant, et dans sa tête, lentement, les rudiments de ce qui peut être appelé « moi » commencent à se former. Vous entendez cette histoire maintenant parce que, dans un passé lointain, une des branches des primates a suivi ce chemin, la branche qui mène à vous, la branche sur laquelle la raison a grandi. Et bien que des millions d'années vous séparent encore des premiers humains, dans chacun de vos mouvements, dans chaque geste de vos mains, dans chaque regard, la mémoire de ces créatures est présente. Quand vous vous endormez, votre cerveau, héritier d'un ancien système nerveux, désactive les stimuli externes. Il active les rêves. Ces rêves sont anciens. Ils trouvent leurs racines dans cette même forêt où vos ancêtres se cachaient des prédateurs, cherchaient des fruits et nourrissaient leurs petits. Le sommeil est un retour. C'est une façon de continuer à vivre en gardant un lien avec les profondeurs. Et maintenant, en vous endormant, sachez ceci, la forêt vit en vous. Le souvenir des doigts qui s'accrochaient à une branche vit en vous. La vision qui distingue la lumière à travers le feuillage. Une émotion qui est née de l'expression du visage d'une créature ancienne. Tout cela, c'est vous. Vous êtes la continuation d'un rêve qui a commencé à l'ombre des arbres. Chaleur. L'air respire l'herbe sèche, l'odeur lointaine de la pluie et des cendres qui s'élevaient autrefois au-dessus des savanes. L'espace est vaste, presque infini. Ce n'est pas une forêt, ce n'est pas une jungle. C'est un lieu ouvert, où l'on ne peut pas se cacher dans le feuillage, où il faut regarder loin devant, où le vent murmure entre les buissons épineux. C'est l'Afrique, le berceau de l'humanité. Il y a environ 7 millions d'années, la lignée évolutive de l'homme s'est séparée d'un ancêtre commun avec les chimpanzés. Nous ne connaissons pas son nom, nous n'avons pas vu son visage, mais ses descendants sont les plus anciens hominidés. Parmi eux, Sahelanthropus tchadensis, Ardipithecus, Australopithecus. Ils n'étaient pas encore humains, mais ils n'étaient plus non plus de simples singes. Leur corps changeait. Ils ont commencé à marcher avec confiance sur 2 jambes. La posture droite, l'une des transformations les plus significatives. Le squelette s'adapte. Le bassin devient plus court et plus large. La colonne vertébrale prend une forme en S. Les pieds se redressent. La tête se relève. Les mains sont libérées. Elles n'ont plus besoin de supporter de poids en marchant. Cela ouvre de nouvelles possibilités. La créature peut transporter de la nourriture, sa progéniture, des outils. Elle peut regarder devant elle, voir l'horizon où le vent joue avec la poussière et où la vie ne se cache plus, mais court. Les australopithèques apparaissent il y a environ 4 millions d'années. Ils vivent en petits groupes, cueillent des fruits, chassent de petits animaux et se défendent contre les prédateurs. Leurs corps sont encore couverts de poils. Ils peuvent grimper aux arbres, mais passent de plus en plus de temps au sol. Leurs mâchoires sont massives, leurs dents fortes.
Ils mâchent une végétation résistante, des racines, des graines crues. Tout cela demande des efforts. Mais le plus important ne se passe pas dans la bouche, mais plus haut, dans la tête. Le cerveau des australopithèques était plus grand que celui des autres singes. Mesurant environ 500 cm3, c'était moins d'un tiers du volume d'un cerveau humain moderne, mais déjà le double de la taille d'un cerveau de chimpanzé. Il n'était pas encore capable de pensée abstraite, mais il pouvait déjà se souvenir, reconnaître et planifier. Ces créatures comprenaient où se cacher, où trouver de l'eau, quand migrer. Elles se sentaient, formaient des liens. Elles avaient les prémices de la culture. Peut-être utilisaient-ils les sons les plus simples pour communiquer? Il n'y avait pas encore de langage, mais la voix est devenue importante. On pouvait y exprimer l'anxiété, l'intérêt, la joie. Ils échangeaient des expériences non par la parole, mais par l'action. L'un montrait à l'autre comment casser une noix, comment chasser un prédateur avec un bâton, comment prendre soin d'un malade. Cette connaissance n'était pas transmise par le sang, mais par l'attention, par l'observation, par la confiance. Parfois, ils trouvaient des pierres aiguisées, lourdes. Les pierres sont devenues une extension de leurs mains. Ce fut la naissance de l'outil. Ils ne le travaillaient pas encore, mais ils le choisissaient déjà en fonction de sa forme et de son poids. Plus tard, leurs descendants commenceraient à tailler délibérément les bords, créant des lames aiguisées. Mais pour l'instant, le moment important fut celui où la main prit un objet non pas par hasard, mais dans un but. C'était une pensée dirigée vers le monde extérieur. Vous pouvez imaginer une telle créature. Elle marche dans la savane. Sa peau est couverte de poussière, son visage ombragé par le soleil. Elle porte une pierre ramassée ce matin-là près du ruisseau. Elle a un but, briser un os pour atteindre le cerveau qui lui donnera de l'énergie, ou déraciner un tubercule, ou repousser un ennemi. Elle ne connaît pas encore les mots outil, action ou futur, mais tout cela vit déjà dans son geste. L'Afrique, à cette époque, était un lieu de changement. Le climat devenait de plus en plus sec, les forêts reculaient, les savanes s'étendaient. Ceux qui savaient marcher, ceux qui pouvaient voir plus loin, survivaient. Les hominidés suivaient la nourriture, l'eau et la sécurité. Ils se sont dispersés. Progressivement, différentes espèces sont apparues. Australopithecus afarensis, Africanus sediba. Certaines ont disparu, d'autres sont devenues les ancêtres du genre Homo. Les femelles portaient leurs petits longtemps. Les petits naissaient impuissants, avaient besoin de soins, de chaleur et de protection. Cela a changé la société. Le besoin de coopération est apparu. Le rôle du père, l'aide des aînés. Tout cela a formé la base de la famille. C'est à ce moment précis que l'homme est devenu non seulement un être biologique, il est devenu social. Environ 2,5 millions d'années se sont écoulées. Et voilà qu'au milieu des descendants des australopithèques, une nouvelle créature apparaît. On l'appelle Homo habilis, l'homme habile. Ce n'était pas encore un homme moderne, mais ce n'était plus non plus un simple hominidé. Son cerveau était plus grand, atteignant 700 cm3. Il créait les outils les plus simples. Il ébréchait des pierres, les transformant en un bord coupant. Il utilisait des bâtons, des os. Il chassait. Il partageait la nourriture. Et en même temps, à côté de lui, le feu. Il ne savait pas encore l'allumer, mais, peut-être, il conservait des braises après un éclair, ou il apportait une branche brûlée.
où il regardait simplement, longtemps, attentivement, comment la flamme dansait. Ce spectacle éveilla quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui un jour deviendrait un mythe, un chant, un feu à l'entrée d'une grotte. Vous entendez tout cela et peut-être ressentez-vous une légère résonance en vous, quelque chose d'ancien, comme si en vous-même vivait la mémoire de cette savane, de cette main tenant une pierre, de ce regard fixé sur la flamme. C'est parce que vous êtes une continuation. Vous n'êtes pas seulement un descendant. Vous êtes l'histoire qui est devenue chair, la pensée qui est devenue souffle, un pas qui est devenu parole. Aujourd'hui, sur la planète, vous, un être doué de raison. Mais le chemin vers cette raison a commencé ici, dans l'Afrique chaude, où les ancêtres humains ont fait leurs premiers pas sur la terre poussiéreuse, où ils ont appris non seulement à survivre, mais à sentir, et à transmettre ce sentiment, par les mains, par les yeux, par les gestes. Et même maintenant, dans le silence complet, tandis que vous vous préparez à dormir, vous portez ce chemin en vous. Il continue. Il n'a pas été interrompu. Il passe par chacune de vos pensées, chaque souvenir, chaque respiration. Et tandis que vous vous endormez, quelque part au loin, dans l'ancienne savane, un hominidé lève la tête vers les étoiles. Il ne sait pas encore ce qu'elles sont, mais vous le savez déjà. Et en cela, la connexion, vous et lui, une histoire. Vous êtes de nouveau en Afrique, mais le temps est maintenant différent. La terre ne se tait pas, elle respire. La chaleur monte des pierres, le vent murmure dans les herbes sèches, au loin on entend le cri d'un oiseau. Au milieu de cette nature intacte marche une créature. Ses pas sont courts, ses bras un peu plus longs que ceux de l'homme moderne. Il regarde autour de lui, il pense. C'est Homo habilis, l'homme habile. Il est apparu il y a environ 2,5 millions d'années. Son corps n'est pas impressionnant, taille ne dépassant pas 1,50 m, poids inférieur à 50 kg, arcade sourcilière massive, mâchoire encore grande. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est à l'intérieur. Le cerveau d'Homo habilis est déjà nettement plus grand que celui de ses ancêtres. Il atteint 700 cm3. C'est plus que celui d'un chimpanzé et significativement plus que celui d'un australopithèque. Le cerveau de cette créature ne fait pas que voir et sentir. Il est déjà capable de l'analyse, du choix et de l'apprentissage les plus simples. Homo habilis vivait en groupe. Il n'était pas seul. À proximité, d'autres créatures similaires. Ils se déplaçaient ensemble, cherchaient de la nourriture, protégeaient leur progéniture. Ils étudiaient le monde qui les entourait, non passivement, mais avec attention. Ils mémorisaient les endroits où poussaient les choses comestibles, où trouvaient de l'eau, où vivaient les prédateurs. Ils se coordonnaient. Leur lien n'était pas verbal, mais il était fort. Ce furent les premières formes de vie sociale consciente. Sur les sites d'Homo habilis, les archéologues trouvent des fragments d'os avec des marques de boucherie et des éclats de pierre avec des marques de percussion caractéristiques. Ces marques parlent d'intention, des outils simples mais ciblés. Ce sont des galets dont les bords ont été taillés, créant des arêtes vives. Ils étaient utilisés pour couper la viande, pour briser les os, afin d'atteindre la moelle nutritive. Ce n'est plus seulement l'utilisation d'objets, c'est le début de la technologie. Le processus même de fabrication de l'outil exige observation et coordination.
Il faut choisir la pierre appropriée, comprendre de quel côté frapper, comment tenir la pièce à travailler. Ces actions ne sont pas instinctives. Elles sont le résultat de l'expérience et, le plus important, elles peuvent être transmises. L'un observe l'autre, apprend, répète. Pour la première fois, la connaissance cesse d'être accidentelle. Elle devient culture. Homo habilis, peut-être, ne parlait pas encore au sens habituel, mais les sons qu'il produisait devenaient plus variés. Le larynx et le crâne permettaient déjà de former différents bruits, intonations. Il pouvait transmettre des demandes, de l'anxiété, de la joie, de la peur. La communication vocale s'est développée. Le cerveau apprenait à distinguer les significations. Ce n'était pas encore une langue, mais son nombre. La vie d'Homo habilis fut une succession de transitions. Il vivait dans un climat changeant, parfois la chaleur, parfois les pluies, parfois la sécheresse. Ils s'adaptaient, migraient, changeaient de campement. Leur régime alimentaire était varié. Racines, graines, viande, insectes. Parfois, ils chassaient, plus souvent, ils collectaient les restes de prédateurs. Mais, à chaque génération, ils devenaient plus inventifs. Le cerveau de l'Homo habilis était particulièrement actif dans les zones qui, chez l'homme moderne, sont responsables de la planification et de la coordination manuelle. La main devint non seulement un outil, mais une extension de la pensée. Un modèle interne d'action apparut, non pas seulement faire, mais imaginer ce que l'on fera. Ce fut le début de l'abstraction. La pensée commença à précéder le mouvement. Peut-être avait-il les premiers rituels. Il n'y a pas encore de preuves de sépulture, mais il y a des signes de soins pour les faibles. Il y a des traces de l'élevage coopératif des jeunes. Cela signifie que ces créatures ressentaient déjà plus que la peur et la faim. Elles étaient capables de compassion. Elles étaient capables d'attendre, de partager de la nourriture, d'être proches. Leur nuit se passait près des ossements d'animaux tombés, près des fragments de pierre, sous les branches des arbres. Peut-être observaient-ils le feu s'ils trouvaient des braises après un orage. Peut-être craignaient-ils l'obscurité, ou peut-être rêvaient-ils. Leurs rêves étaient simples, corporels, sans mots. Mais même en dormant, leur cerveau travaillait. Ils se souvenaient du chemin. Ils sentaient la proximité. Ils prédisaient. Toi, qui reposes maintenant dans le silence, tu es la continuation de cette lignée. Tes mains sont capables des mouvements les plus délicats parce qu'un jour Homo habilis tenait entre elles une pierre aiguisée. Tes pensées sont rapides et complexes parce que son cerveau a un jour commencé le chemin de l'abstraction. Ta parole existe parce qu'il a émis des sons que ses semblables pouvaient distinguer. Tu es la mémoire de celui qui a pour la première fois pris un outil et l'a considéré non pas seulement comme un objet, mais comme une extension de la volonté. Et quand tu t'endors, ton cerveau traverse les mêmes phases que l'évolution a affinées pendant des millions d'années. Le sommeil est un état ancien. En lui s'éveillent les connexions les plus anciennes. Paix, sentiment de sécurité, proximité des êtres chers. Tout cela était déjà présent chez ceux qui vivaient il y a des millions d'années. Ils ne sont plus là, mais vous l'êtes. Et pendant que vous respirez lentement, profondément, calmement, l'écho de leurs pensées résonne en vous. Ce n'est pas fort, c'est doux, et cela vit en vous. Vous savez déjà comment le voyage commence. Il commence par un pas, par une pensée, par le contact avec une pierre. Mais maintenant, vous vous tenez près du feu. Devant vous,
une nouvelle forme, un nouvel être. Il est grand, élancé, marche avec assurance sur un sol ferme. C'est Homo erectus, l'homme debout. Il est apparu il y a environ 1 900 000 ans et est longtemps resté le personnage principal sur la scène de l'évolution humaine. Son corps est presque comme le vôtre. Posture droite, squelette solide, musculature développée. Sa taille atteint près d'1,80 m. Il est résistant. Il peut marcher des heures, courir, porter, survivre dans les conditions les plus diverses. Il s'éloigne des savanes tropicales. Il s'installe dans des endroits où il fait déjà plus froid, où la nuit apporte non seulement des étoiles, mais aussi du froid. Et il a un allié, c'est le feu. Homo erectus fut la première espèce humaine à non seulement utiliser le feu, mais probablement aussi à savoir le conserver. Il pouvait entretenir la flamme, la nourrir de branches, la protéger de la pluie. Peut-être ne savait-il pas encore l'allumer seul, cela prendrait du temps. Mais si la foudre provoquait un incendie, si le bois brûlait, il savait. Ce feu pouvait être emporté. Cette connaissance était un trésor. Le feu devient le centre de la vie. Le feu de camp est chaud. Il éloigne les prédateurs. Il permet de cuire les aliments, les rendant plus tendres et nutritifs. Il prolonge la journée. Maintenant, la communauté ne se disperse pas dans l'obscurité. Maintenant, ils peuvent s'asseoir côte à côte, en cercle, où les visages scintillent, où la fumée monte, où le crépitement des bûches devient la voix de la nuit. Le feu change tout. Il donne du temps pour la communication, pour simplement être ensemble. Et puis, la suite se produit. Homo erectus devient un voyageur. Il entame des migrations. Ses traces se retrouvent non seulement en Afrique, mais aussi en Asie, sur le territoire du Caucase moderne, en Indonésie, en Chine, en Europe. Il parcourt des milliers de kilomètres. Ses jambes le portent à travers les montagnes, les vallées, le long des rives des rivières et des lacs. Il trouve de nouvelles terres. Il survit. Il change. Le cerveau d'Homo erectus atteint un volume de plus de 1000 cm3. C'est presque autant que celui de l'homme moderne. Il ne pense pas encore abstraitement, ne crée pas d'art. Mais il construit des camps, planifie des chasses, utilise divers outils en pierre. Il comprend les rythmes de la nature, attend les migrations animales, sait choisir un lieu de repos, un abri contre le vent. Il ne fait pas que survivre, il commence à s'établir. Ses outils s'améliorent, des bifaces apparaissent, symétriques, aiguisés, maniables. Leur forme exige une conception préalable. Ils sont fabriqués à partir de silex résistants, parfois transportés sur de longues distances. Ce n'est plus seulement un outil, c'est un objet créé avec intention. La main d'Homo erectus est déjà la main d'un artisan. Une pensée apparaît dans ses yeux. Le regard cesse d'être une simple réaction au mouvement. Il devient observateur, comparatif. Les élèves observent leurs aînés. Les fils et les filles observent leur mère. Le comportement est transmis. La culture commence à se développer, lentement, génération après génération. Homo erectus vivait en groupe. Il chassait en coopération. Peut-être se coordonnait-il avec des gestes, des voix, des cris. Il prenait soin des faibles, nourrissant parfois longtemps les malades et les vieux. Cela signifie qu'il possédait la base de l'empathie, et donc la base de l'humanité. À cette époque, le climat de la Terre ne restait pas immobile. Des périodes glaciaires arrivèrent, le paysage changea. Des conditions rigoureuses surgirent. Homo erectus s'adapta. Il cousit les vêtements les plus simples en peau,
utilisa des abris, il créa les premiers signes de pensée saisonnière, où se cacher en hiver, où trouver de la nourriture en été. C'est déjà le germe d'un calendrier. Et bien qu'il ne regarde pas encore les étoiles avec une question, il vit déjà dans le temps. On estime que Homo erectus a été le premier à développer les prémices de l'appareil vocal. Son crâne et la structure de ses voies respiratoires suggèrent qu'il pouvait produire des sons plus variés. Son langage, s'il existait, ne contenait pas de structure grammaticale, mais pouvait désigner des actions, des objets, des noms. Ce fut le début de la parole, le début du dialogue, le début de l'histoire. Beaucoup de temps s'est écoulé. Homo erectus a vécu sur la planète pendant près de 2 millions d'années. Aucune autre espèce humaine n'a vécu aussi longtemps. Il n'a disparu qu'il y a environ 100 000 ans. Mais pendant ce temps, il a réussi à laisser une profonde empreinte, non pas dans des artefacts, non pas dans des monuments, mais en nous-mêmes, dans la structure de nos mains, dans le rythme de notre démarche, dans l'esprit patient, capable d'observer, d'apprendre, d'attendre. Aujourd'hui, vous vivez dans un monde complètement différent. Mais quand vous regardez une flamme, quand vous attisez les braises dans une cheminée, quand vous marchez le long d'une rive, vous vous rapprochez de lui, de l'Homo erectus. Lui, comme vous, aimait la chaleur, cherchait la proximité, s'endormait près du feu. Son sommeil était rempli des sons du vent, de l'odeur de la fumée et du battement silencieux de son cœur. Dans ce sommeil, il n'y avait pas de mots, mais il y avait un sentiment. Je ne suis pas seul. Les miens sont proches. Et vous n'êtes pas seul non plus. Votre histoire est longue, et vous la portez en vous. Et quand vous vous endormez, la chaleur de l'ancien feu de camp réchauffe toujours votre mémoire, la mémoire de celui qui a été le premier, qui est allé loin, qui a avancé. Imaginez, le vent froid caresse votre peau, l'air est clair et transparent, les arbres sont nus, le sol est couvert de givre et, au loin, la silhouette des montagnes. Ce n'est plus une savane, c'est l'Europe et l'Asie occidentale de la dernière période glaciaire. Ici vivent d'autres humains, pas comme nous, mais pas tout à fait étrangers non plus. Ce sont les Néandertaliens, Homo neanderthalensis. Ils sont apparus il y a environ 400 000 ans et ont longtemps partagé la terre avec nos ancêtres directs. Leur corps était fort, massif, avec des membres courts et un torse large. Tout en eux parle de survie dans un climat rigoureux. Leur nez était large pour réchauffer l'air glacial. Leurs muscles étaient forts pour porter le gibier, traîner des troncs, survivre à la nuit glaciale. Mais les Néandertaliens n'étaient pas seulement forts, ils étaient intelligents. Leur cerveau était même légèrement plus grand que celui des humains modernes. Il était structuré différemment et, peut-être, fonctionnait différemment. Ce n'étaient ni des scientifiques, ni des philosophes, mais ils savaient beaucoup. Leur esprit était pratique, attentif, finement accordé au monde qui les entourait. Les Néandertaliens créaient des outils précis, tranchants, complexes. Ils utilisaient diverses sortes de pierres, affinaient la forme et sélectionnaient le matériau. Leurs outils n'étaient pas de simples morceaux de silex, c'étaient des haches à main, des racloirs, des pointes. Ils chassaient les mammouths, les bisons, les cerfs. Ils tendaient des pièges, ils travaillaient en groupe. Ils connaissaient le terrain, connaissaient les animaux, connaissaient les routes saisonnières. Mais surtout, ils se connaissaient. Leurs sites archéologiques
parlent de soins, de pertes, de vie en commun. Les scientifiques trouvent des squelettes présentant des signes de blessures graves mais cicatrisées, ce qui signifie qu'ils ont été soignés. Il y a des traces de personnes âgées qui ont atteint un âge avancé pour l'époque. Cela signifie qu'elles n'ont pas été abandonnées. Elles ont été aimées. Et aussi, ils enterraient leurs morts, soigneusement, avec attention. Parfois, ils y déposaient des outils, parfois des fleurs. Nous ne savons pas ce qu'ils pensaient de la mort, mais ce n'était pas seulement le départ d'un corps, c'était un adieu, et par conséquent, la mémoire, et par conséquent, la culture. Les Néandertaliens portaient probablement des vêtements en peau. Peut-être décoraient-ils leur corps. Dans les grottes d'Espagne et de France, des empreintes de mains, des dessins d'animaux et des symboles ont été trouvés. Il existe des preuves qu'ils utilisaient des pigments, de l'ocre, du pigment noir. Certains scientifiques pensent qu'ils ont pu avoir les rudiments de la pensée symbolique. Peut-être n'étaient-ce pas seulement des images, mais aussi des signes. Peut-être le début de l'écriture, le début de l'art. Leur langage reste un mystère, mais la structure du larynx et de l'oreille, ainsi que le gène FOXP2 lié au langage, suggèrent qu'ils pouvaient parler. Peut-être pas comme nous, peut-être leur langage était-il plus guttural, plus corporel, mais peut-être connaissaient-ils des noms. Donnaient-ils des noms aux choses? Exprimaient-ils des sentiments avec des mots? Et si c'est le cas, alors ils chantaient, murmuraient, s'appelaient dans l'obscurité. Leur nuit était longue. Ils vivaient dans des grottes où les feux fumaient, où les murs étaient chauds de leur souffle. Leurs enfants dormaient, blottis contre leur mère. Leurs mains touchaient le feu avec respect. Leurs rêves étaient, peut-être, comme les nôtres. Sur les mammouths, sur la peur, sur la faim, sur le soleil, ou peut-être sur le ciel. Les Néandertaliens ne nous étaient pas étrangers. Nous n'avons pas seulement coexisté, nous nous sommes rencontrés et nous avons eu des enfants ensemble. Les humains modernes portent en eux jusqu'à 4% d'ADN néandertalien. Nous sommes différents, mais nous sommes apparentés. Et en cette nuit, pleine de silence, vous pouvez ressentir cette parenté. Elle n'est pas dans les mots, elle est dans la respiration. Il y a environ 40 000 ans, les Néandertaliens disparurent. Pourquoi? Cela reste incertain. Peut-être le climat devint-il trop rigoureux? Peut-être la concurrence avec Homo sapiens fut-elle trop grande? Peut-être se sont-ils simplement fondus avec d'autres humains, mais ils ne disparurent pas complètement. Leurs gènes sont en nous, leur silence est dans nos rêves, leurs feux sont dans notre mémoire. Et si jamais vous voyez dans l'obscurité d'une caverne une empreinte de main sur une pierre, sachez, c'était un être humain, quelqu'un qui a ressenti comme vous, qui a vécu comme vous, qui est parti mais n'a pas été oublié. Vous fermez les yeux et en vous résonne le silence des grottes antiques, la chaleur du feu de camp, une pierre dans la paume de votre main, la voix de celui qui n'est plus, mais qui était, et qui fait toujours partie de vous. Vous vous levez à l'aube du monde. Devant vous, ni grotte, ni savane, mais un espace rempli de voix. Ce n'est pas le bruit des animaux, ni le bruissement de l'herbe. C'est un son avec un rythme, une répétition, une intonation. Ce sont des mots. C'est la parole. C'est Homo sapiens, l'homme sage. Notre espèce est apparue il y a environ 300 000 ans, en Afrique de l'Est. Physiquement, elle nous ressemblait. Un corps élancé, un front droit, un crâne léger,
un visage expressif, des yeux dans lesquels se reflétait déjà un monde intérieur. Mais la principale différence était à l'intérieur. C'était un esprit assez fort, non seulement pour survivre, mais aussi pour comprendre. Dès le début, l'Homo sapiens a fait preuve d'une flexibilité étonnante. Il était capable de s'adapter à différents climats, à de nouvelles conditions. 100 000 ans seulement après son apparition, il a commencé à se répandre sur la planète, par le Moyen-Orient vers l'Eurasie, puis vers l'Asie du Sud, puis vers l'Australie et l'Europe, et plus tard vers les Amériques. Il marchait comme ses ancêtres, mais maintenant, il marchait avec la pensée, avec une image, avec une histoire. Qu'emportait-il avec lui? Pas seulement des outils, pas seulement le feu, il portait la parole, la capacité de nommer, d'expliquer, de se souvenir et de rêver. Le langage est devenu la principale invention. Grâce à lui, le savoir était transmis, l'expérience accumulée, les liens tissés. Grâce au langage, l'homme a cessé d'être un solitaire. Il est devenu membre d'une communauté, capable non seulement d'agir ensemble, mais aussi de penser ensemble. La parole a mené à l'art. Il y a déjà 40 000 ans, les humains dessinaient sur les parois des grottes bisons, cerfs, mains, lignes, points. Ces images n'étaient pas de simples décorations, c'était de la mémoire. C'était une tentative de laisser une trace. C'était une histoire sans mots. Peut-être était-ce une prière, peut-être un chant. Les gens ont commencé à créer de la musique. Les archéologues trouvent des flûtes en os, vieilles de dizaines de milliers d'années. Elles résonnaient dans les grottes où le feu projetait des ombres dansantes. Peut-être les sons imitaient-ils le chant des oiseaux, le murmure du vent, le battement d'un cœur. Ou peut-être étaient-ils déjà un motif, un rythme, un moyen de se connecter aux autres, au passé, aux esprits. Homo sapiens enterrait ses morts avec soin. Il déposait à côté des objets, des ornements, des pigments, parfois des coquillages, des dents, des colliers. Cela signifie qu'il avait une conception de la mort, et donc du temps, et donc de lui-même. Il pouvait se demander « Qui suis-je ? D'où viens-je ? Où vais-je » Les gens ont commencé à construire. D'abord, des abris temporaires faits d'os de mammouth, de branches, de peaux, puis des établissements. D'abord, petits, saisonniers, ensuite, permanents. La domestication du feu, des animaux et des graines a commencé. Lentement, au fil des millénaires, l'homme est passé d'une vie nomade à une vie sédentaire. Ce fut une nouvelle ère, mais tout a commencé plus tôt dans la tête, dans le sentiment d'appartenance, dans le désir de préserver. La parole est devenue le principal soutien. Elle a permis la création de mythes, de raconter l'origine du monde, des ancêtres, des dieux, des causes de la pluie et du tonnerre. Les humains ne sont pas devenus de simples créatures, ils sont devenus porteurs de culture. Avec le développement de la parole, la mémoire s'est développée. Les gens pouvaient se souvenir de plus de choses, pouvaient transmettre plus de choses. C'est ainsi que commença l'histoire. D'abord, orale, puis écrite. Mais bien avant l'écriture, près du feu, sous les étoiles, ils racontaient. Et ils racontaient non seulement aux autres, mais aussi à eux-mêmes. Vous entendez cette voix, elle n'est pas forte. Elle est comme un souffle, comme un vent chaud sur la plaine. C'est la voix du premier conteur. Il tient le bâton avec lequel il chassait, et à côté de lui, un enfant qui le regarde. Et dans ce regard, la confiance. Et dans l'histoire, la vie. L'homme rationnel
n'était pas parfait. Il a fait des erreurs, il a lutté, il a craint, il a souffert. Mais il a appris, il s'est souvenu et il a cru que quelque chose pouvait être changé, qu'une trace pouvait être laissée, que la compréhension était possible. Vos doigts, quand ils touchent un livre, la lumière, les touches, sont les mêmes doigts qui un jour dessinaient au charbon sur la paroi d'une grotte. Vos yeux, quand ils regardent le visage d'un être cher, sont les mêmes yeux qui un jour regardaient attentivement le visage du chasseur qui allait de l'avant. Votre cœur, quand il aspire, espère, aime, est le même cœur qui battait dans la poitrine d'un homme près du feu. Et quand vous vous endormez, vous n'êtes pas seul. Avec vous, tout le voyage, toute l'histoire, tout le murmure des siècles. Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez comment un jour une chanson a commencé, une chanson en laquelle vous résonnez vous-même. Vous avez parcouru un long chemin. Des millions d'années se sont déroulées comme des pages dans un livre, écrits non pas avec de l'encre, mais avec des gènes, des os, des cendres, des regards et du feu. Vous avez commencé comme une molécule dans un océan chaud. Vous êtes passé par les impulsions des nageoires, la respiration des premiers poumons, les reptiles rampants, les murmures nocturnes des mammifères, les sauts dans les branches et les premiers sons des larynges antiques. Maintenant vous êtes ici, vous, un être humain, Homo sapiens, penseur, gardien, héritier. Votre corps n'est pas un hasard. Dans chaque détail, il y a une trace d'évolution. Votre main, le fruit de millions d'années de perfectionnement du mouvement. Votre colonne vertébrale, le voyage de l'eau à la terre. Vos oreilles, la transformation d'un ancien mécanisme d'équilibre. Vos yeux, d'anciennes lentilles qui discernaient un jour le mouvement dans l'eau. Même les rêves que vous faites font partie de cette même mémoire, douce, profonde, lente. Mais l'homme n'est pas seulement un corps, il est conscience. En vous, la capacité de se souvenir, de questionner, de réfléchir. Ce ne fut pas un don, cela est né du besoin de vivre ensemble, de prendre soin, de planifier. Les pensées ne sont pas venues immédiatement. Il y a eu d'abord des sensations, puis un geste, puis un son, puis un mot, puis une histoire. Maintenant, pendant que vous écoutez ces mots, vous continuez le même chemin. Vous êtes une histoire qui sait se raconter. Voyez comment l'univers est structuré. Vous êtes né sur une planète qui a surgi de la poussière d'étoiles mortes. De cette poussière se sont formées des montagnes, des rivières, de l'air et tout ce qui vit. Vous respirez les mêmes atomes qui faisaient autrefois partie de galaxies lointaines, disparues avant l'apparition de la Terre. Vous buvez de l'eau qui un jour est tombée en pluie sur les dinosaures. Vous portez en vous la chaleur née au cœur des étoiles. Vous êtes inséparables du monde. Tout en vous en fait partie. Quand vous touchez une pierre, vous touchez le passé. Quand vous fermez les yeux, vous entendez le bruissement du temps. Et quand vous vous endormez, vous avez l'impression de revenir au début, à ce même point où tout était possible, où tout ne faisait que commencer. Aujourd'hui, des milliards de personnes vivent sur Terre. Chacun a son propre chemin, mais tous ont une origine commune. Nous sommes tous descendants des mêmes ancêtres. Nous parlons des langues différentes, mais nous pleurons de la même façon. Nous aimons, nous craignons, nous nous réjouissons. C'est là notre essence. Nous sommes une espèce capable de compassion, capable de créer de la musique, de construire des villes, de soigner,
de rêver, de pardonner. Tu es la continuation de celui qui, pour la première fois, a pris une pierre en main, de celui qui a regardé le feu, de celui qui a chanté autour du feu de camp, et de celui qui a pensé pour la première fois « Pourquoi suis-je ici ?» Ces questions restent avec nous. Elles ne s'affaiblissent pas, elles deviennent plus profondes. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. L'humanité est encore en chemin. Nous n'avons pas terminé notre évolution. Elle se poursuit dans la culture, dans la science, dans l'amour, dans le choix. Et ce choix, nous le faisons à chaque minute. Être plus gentil, être plus attentif, écouter, ne pas oublier d'où nous venons. Quand vous vous réveillerez demain, vous serez la même personne qu'aujourd'hui, mais peut-être vous sentirez un peu plus clairement. Vous vous souviendrez un peu plus profondément. Vous serez un peu plus doux envers vous-même, parce que vous vous êtes souvenu. Vous faites partie d'une histoire longue de milliards d'années. Et vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Maintenant, vous vous allongez. Fermez les yeux. À l'intérieur, silence, chaleur, paix. Tout est passé. Tout est accompli. Inspirez et vous revenez à la respiration de la planète. Expirez et vous relâchez les soucis. Tout est à sa place. Vous ne vous pressez pas. Vous êtes simplement. Vous ne cherchez pas. Vous avez déjà trouvé. Vous n'avez pas peur. Parce que vous vous souvenez. Tu es la mémoire des étoiles. Tu es le souffle de la terre. Tu es humain. Dormez en paix. Vous êtes chez vous.